Bonjour à tous. Écoutez, j'avais peur d'être un peu trop longue, mais en fait, il y a pas mal de choses qui viennent d'être dites par Alain et Christine, donc je vais gagner du temps. Voilà, aujourd'hui, j'essaie de voir avec vous, de me questionner avec vous sur cette question de est-ce que le cheval qui est mon cheval ou les chevaux autour de moi vont bien? Alors effectivement, il y a des grilles qui existent, mais au quotidien, on a vraiment besoin de s'appuyer sur des indicateurs visibles. Donc l'idée, c'est de regarder aujourd'hui qu'est-ce qui a été réellement validé. On sait bien, et ça Alain l'a rappelé, qu'on offre certes dans le milieu domestique des avantages, mais que malgré tout, le bien-être n'est pas forcément toujours assuré pour autant. Les définitions, bon, je vais juste revenir sur une définition générale finalement qui est celle du Larousse. La satisfaction du corps et le calme de l'esprit. C'est important de mémoriser que corps et esprit vont ensemble, que psychologie et physique vont ensemble, c'est-à-dire que quand on ne va pas bien physiquement, on ne va pas forcément bien psychologiquement et inversement. Après, chez l'animal, plusieurs définitions ont été proposées. Souvent, on retombe autour de la question de l'équilibre, équilibre physiologique interne, de questions de satisfaction des besoins comportementaux et physiologiques. Et de plus en plus, ça a été évoqué aussi précédemment, l'absence d'émotions négatives et la promotion d'émotions positives. Alors, chez le cheval, certes, il y a des propositions qui sont faites. On sait qu'un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs d'influence. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, Clémence Le Simple a montré les résultats d'une étude épidémiologique qui met bien en évidence le poids relatif de ces différents facteurs. Mais pour autant, s'appuyer seulement sur l'évaluation des conditions de vie, tout ce que ça peut faire, c'est permettre d'évaluer les risques potentiels d'atteinte du bien-être et certainement pas d'évaluer l'état de bien-être lui-même de l'animal, qui est évidemment un état subjectif, c'est lui qui ressent la situation. Typiquement, si je vous demande d'évaluer les ressources alimentaires de ce cheval qui est un Mustang du Wyoming, vous allez me dire il n'a rien à manger. Par contre, si je fais une évaluation de l'animal, vous voyez bien que son état corporel est loin de laisser à désirer. Donc la réponse, elle est vraiment chez l'animal. Ça veut dire qu'il trouve les ressources nutritionnelles nécessaires pour son bien-être au moins physiologique. Alors, là encore, quand on parle d'absence d'émotions négatives et de présence d'émotions positives, on doit revenir vers qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Émotion, étymologiquement, ça veut dire sortir de son état normal. C'est-à-dire, comme l'a dit Alain, c'est quelque chose de momentané, c'est quelque chose de puissant. On distingue les émotions positives et négatives avec anticipation aux survenues, respectivement, d'événements positifs ou négatifs. C'est ce qui est remarquable. Donc, on a des systèmes qui travaillent de concert et l'organisme va en permanence essayer d'équilibrer ces systèmes. Et donc, c'est vraiment cette notion d'équilibre interne qui mérite d'être mémorisée. Ça a été traduit par un collègue qui est McMendel en Grande-Bretagne par ce schéma qui montre bien qu'en fait, quand on parle d'état positif, eh ben, on peut avoir des états de faible intensité, on est calme et relâché, ou de haute intensité, excité, heureux. Et si c'est négatif, ben on peut avoir des états de faible intensité ou de forte intensité. Et ce qui va un petit peu nous guider aujourd'hui dans le questionnement, c'est où est-ce qu'on situe le bien-être ici. Parce que, bon, effectivement, une logique serait qu'on se dise, ben, on accumule des émotions positives et donc on arrive à un état de bien-être, on accumule des émotions négatives, on arrive à un état de mal-être. Et donc, on pourrait se dire, en mesurant chacune des situations dans lesquelles on a des états positifs, on va avoir une idée du bien-être. Bon, c'est la question qu'a posée Alain tout à l'heure aussi. C'est effectivement aussi le support de ces biais de jugement, c'est-à-dire le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Quand on va bien, finalement, on a plutôt tendance à voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que notre environnement nous paraît plus positif et les petits événements négatifs sont relativement minorés. Quand on va pas bien, c'est le contraire. Et pourtant, l'accumulation d'émotions positives peut très bien mener à un état chronique négatif. Si on abuse de la répétition des gâteaux à la crème, on peut très bien avoir un état physiologique qui n'est plus en équilibre. Donc, ce qui va nous intéresser réellement, c'est moins le moment précis de l'émotion que cet état chronique qui est le résultat de cette succession d'événements de valence variées. Alors, je fais juste copier ce qu'a dit Alain, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des grilles qui existent, qui ont le mérite d'exister. Ce qui est remarquable dans ces 5 libertés, c'est qu'effectivement, on met l'accent sur des versions négatives. On ne doit pas souffrir de faim, on ne doit pas souffrir d'inconfort, on doit être indemne de douleur. Bon, il y a un aspect positif qui est pouvoir exprimer des comportements.
Ces propositions reflètent bien la difficulté à laquelle on se frotte quand on veut mesurer le bien-être en tant que tel, c'est-à-dire non pas l'absence de mal-être, mais le vrai bien-être. Pourquoi ? Parce qu'il est d'abord plus facile d'évaluer les émotions négatives, elles sont plus spectaculaires en général, elles sont aussi plus facilement corrélables avec des états négatifs, qu'ils soient sanitaires, physiologiques ou autres. Et puis, effectivement, on a des indicateurs de mal-être, comme l'a évoqué Christine, qui sont par exemple les comportements stéréotypiques, qui sont des signaux bien visibles que potentiellement quelque chose ne va pas très bien pour eux. Pour les indicateurs de bien-être, au sens positif du terme, et maintenant je vais aller dans cette direction, on a des difficultés qui sont différentes. C'est-à-dire que souvent, on n'a pas une relation linéaire entre le plus et le moins, mais un optimum. Ce point d'équilibre, ce fameux point d'équilibre dont on parlait à l'instant, qui fait que, par exemple, si on regarde l'état corporel, on ne va pas du maigre au gros en disant ça va de mieux en mieux. On a le maigre, c'est pas terrible, mais le gros, c'est pas terrible non plus. Et en fait, on a un état optimal qui est au milieu. La question qui va se poser maintenant, c'est où mettre le curseur de cet optimum. Et puis, c'est jusqu'à quel point, quand on est entouré d'animaux qui sont dans les mêmes conditions, on est encore capable de positionner le curseur au bon endroit. Et typiquement, dans une étude qu'on avait menée, il y avait à peu près 25% des chevaux de centre équestre qui étaient en état d'obésité. Quand on faisait passer des questionnaires aux soigneurs, on s'apercevait qu'en fait, ces animaux étaient considérés comme étant dans un état optimal. C'est-à-dire que quand on est entouré d'animaux qui ne sont pas dans un état optimal, pour nous, c'est quand même la norme. Alors, on a ça pour les aspects physiologiques, on a ça aussi pour les aspects comportementaux. C'est-à-dire de la même façon, on a décrit dans les années passées, je pense pour certains d'entre vous qui étaient là, on a caractérisé cet état dit dépressif où les animaux sont apathiques, immobiles, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il va bouger beaucoup qu'il va bien. C'est-à-dire qu'on sait aussi que le trot, le galop, la marche active, par exemple, c'est quelque chose qui est plutôt rare quand les situations sont bénéfiques, et c'est plutôt lié au danger, à la fuite, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on soit capable d'identifier ? C'est effectivement le point d'optimum qui va être ce pas lent qui caractérise les groupes de chevaux dans des conditions de ressources illimitées. Donc, vous voyez que effectivement, ça demande à être à l'affût de ces points d'optimum. Alors, en tant que chercheur aussi, notre communauté, elle se préoccupe de trouver des situations dans lesquelles elle va pouvoir mesurer, puisqu'on a cette difficulté à trouver des corrélats physiologiques et sanitaires, à un état d'émotion positive. Alors, souvent, on se dit, finalement, l'anticipation, c'est dans la définition des émotions positives, on a aussi anticipé un événement positif. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand on anticipe un événement positif, est-ce qu'on est dans une émotion positive de forte intensité, pour reprendre le schéma de Mendel, c'est-à-dire on est tout excité parce que quelque chose va arriver, est-ce qu'on est juste excité, ou est-ce que peut-être même ça pourrait être de la frustration ? Alors on a mené une étude sur des chevaux, certains en centre équestre avec une distribution alimentaire manuelle, d'autres dans un autre site où la distribution est automatique et tout le monde a la nourriture en même temps. Et vous êtes tous, je suppose, habitués à voir les chevaux dans les écuries qui s'agitent au moment de l'apport de nourriture avec la brouette et taper dans les portes, s'agiter, menacer, etc. On a regardé, ce qui est très fréquent, et c'est le moment où on les voit le mieux, c'est les comportements stéréotypiques, comment ces comportements stéréotypiques se répartissaient entre les deux types d'établissements. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que là où il y a distribution manuelle, on a une augmentation des stéréotypies avant les repas. Là où il y a une distribution automatique simultanée à tous les chevaux, on a une répartition homogène au cours de la journée. Et pour nous, ça semblerait indiquer que voir les congénères accéder à la nourriture avant eux est une source de frustration, et que ce qu'on est en train de mesurer est moins une émotion positive de forte intensité que plutôt un événement de frustration. Donc vous voyez qu'on peut potentiellement perdre un outil de plus. Après, on a aussi l'effet des croyances. L'effet des croyances du type mon cheval joue donc il va bien, ou mon cheval bâille donc il est relâché. En fait, dans les études qu'on a menées, on sait aussi que les chevaux adultes dans le milieu naturel ne jouent pas en général, et en fait en milieu domestique on en trouve. Ce qu'on a pu montrer, ça je l'avais présenté aussi au JRE il y a quelques temps, c'est que les animaux adultes qui jouent, en fait au moment précis où ils jouent, ils sont sans doute dans une émotion positive. Par contre, leur bien-être est généralement plutôt moins bon, c'est-à-dire qu'ils ont des mesures d'altération du bien-être qui sont assez critiques. Même chose pour le bâillement. Bien évidemment, par moment, le bâillement, c'est quelque chose qui précède le sommeil et le relâchement.
mais il n'empêche que dans des situations de frustration, il augmente considérablement et il augmente en corrélat avec les comportements stéréotypiques. Donc sans dire que ce sont des indicateurs de mal-être, ce ne sont pas des indicateurs de bien-être fiables. Après, comme l'a dit Christine, on peut aussi interroger l'animal lui-même. Alors il y a cette question de l'enrichissement. Alors moi je dois dire que c'est un terme que j'aime pas du tout, parce qu'en général on n'enrichit rien du tout, on fait que compenser les manques de la vie restreinte qu'on offre. C'est-à-dire que remettre du foin dans un box où il n'y en avait pas, c'est juste ramener à un niveau normal le milieu de vie de l'animal, c'est pas l'enrichir, puisqu'on était largement en dessous de la norme. Mais au-delà des questions de terminologie, ça nous permet quand même de relativiser ce que l'animal perçoit des situations qu'on lui offre. Et par exemple, on peut essayer de prolonger l'alimentation avec des systèmes, on va y arriver, mais on peut aussi en parallèle du coup induire des comportements de frustration. On peut aussi demander à l'animal positionner des objets qui nous paraissent, vous savez, dans les magasins en ce moment, il y a plein de balles, de ballons et de voilà, autres objets. Demander à l'animal ce qu'il en pense quelque part. Qu'est-ce que ça va changer dans son emploi du temps? Et on s'aperçoit qu'en fait, dès que ça ne touche pas à l'alimentation, l'animal se lasse très vite. Donc ce qui l'intéresse, lui, ça va être plutôt le foin, éventuellement des branchages, voire même plutôt de la terre, et pas le ballon, le cône ou autre qu'on peut lui proposer. Donc toujours bien penser que l'autre individu n'a pas forcément la même perception de ce qui est bien pour lui que nous avons à sa place. Alors, comme l'a évoqué Christine, j'ai repris la même chose. Si on donne le choix à l'animal, il va choisir d'être plutôt sur la paille que sur les copeaux, que sur du sol nu. C'est assez logique. Mais aussi, il va choisir d'être plutôt en paddock, certes, mais plutôt en box que dans un marcheur, sachant que dans l'étude en question, dans le marcheur, c'était trop au galop, c'est-à-dire des allures élevées qui ne sont pas normalement son quotidien. Ce qui est intéressant aussi, c'est pareil, conditionnement avec il doit travailler d'autant plus que ça le motive. En fait, ce qui va le motiver d'abord, c'est un paddock avec des choses à manger. C'est un cheval. Ensuite, un paddock avec des congénères. Ensuite, un paddock vide. Et le box, ça ne le motive pas du tout. Bon, on le savait, mais là, on a confirmation. C'est une étude qui a été faite au Danemark. Donc, on peut se dire qu'en interrogeant l'animal, on arrive effectivement à quelque chose qui est le reflet de ce qui peut provoquer des émotions positives chez lui. Après, c'est sans doute pas assez. On a envie, nous, de savoir, quand on regarde notre cheval, s'il est plutôt bien ou pas bien. Et pour avoir des indicateurs visibles, on est obligé de relier, normalement, ces indicateurs comportementaux ou posturaux, ça c'est notre fenêtre sur l'état de l'animal, à des corrélats sanitaires ou physiologiques pour les valider. Alors, Christine en a parlé. Pour la douleur, il y a eu des propositions de différentes échelles. Les expressions faciales en font partie. C'est à mon sens encore un petit peu à discuter parce que les photos ne sont pas complètement fiables. Il y a encore beaucoup de travail. Ce n'est pas forcément simple à utiliser non plus. Donc je pense qu'il reste du travail à faire. Plus récemment, des collègues anglais ont proposé d'utiliser ces expressions faciales pour mesurer le bien-être. Là encore, je sais que différentes équipes travaillent dessus. C'est en plein chantier, c'est encore à travailler. Ce n'est pas encore, à mon sens, complètement validé. Donc voilà, il y a une porte ouverte pour des développements futurs. Ceci dit, ce qui revient toujours dans ces expressions faciales quand même, c'est les positions d'oreilles. On avait présenté ça il y a quelques années déjà au JRE aussi. Chez le cheval, vous savez très bien que les oreilles en arrière, on les associe plutôt à de l'agression, à de l'inconfort. Les oreilles en avant, par contre, c'est plus difficile parce qu'elles peuvent à la fois être associées à des situations positives, mais aussi à des situations d'alerte où l'animal va effectivement pointer les oreilles vers un potentiel danger. Donc c'est, là encore, le côté positif du bien-être est un petit peu plus délicat à mesurer. Alors, on s'était donné, ça on l'avait présenté il y a quelque temps aussi, la possibilité de travailler sur ces positions d'oreilles dans des conditions a priori favorables et tranquilles. C'est-à-dire que là, on avait travaillé en observation sur des animaux vivant en milieu semi-naturel ou naturel et dans des conditions où ils sont en émotions positives de faible intensité, si je reprends la terminologie, c'est-à-dire qu'ils ont à manger et donc ils ont une satisfaction de leurs besoins immédiats. Et si vous regardez le temps passé avec les oreilles en avant, vous voyez que dans ces différents groupes, finalement, c'est quasiment 100% du temps. Dans d'autres situations, on a aussi travaillé en Asie centrale, les animaux avaient plutôt les oreilles sur le côté, mais quasiment jamais les oreilles en arrière. Ce qui est remarquable, c'est que si on observe des chevaux vivant en conditions restreintes et en alimentation, on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. Donc vous voyez que quand même, ces positions d'oreilles sont un outil très intéressant d'évaluation des conditions, à condition évidemment de travailler en conditions calmes
et en alimentation. Alors, globalement, ça a été évoqué un peu aussi par Christine, il y a deux choses, à mon sens, qui sortent vraiment de la littérature actuelle sur le bien-être du cheval à travers différentes études. C'est l'attention à l'environnement et c'est la relation à l'homme. C'est les deux points vraiment qui, pour moi, sont les plus consensuels actuellement, même si, malgré tout, ce n'est pas tout à fait aussi précisé et standardisé qu'on pourrait le souhaiter. Alors, évidemment, la relation à l'homme, on a tous développé des tests et des capacités à mesurer des scores de réactivité, des comportements, des latences d'approche. Il y a une autre grille que je trouve très intéressante, c'est la grille proposée par Brooke Foundation, qui est une fondation anglaise dont la mission est d'évaluer à grande échelle le bien-être des équidés dans des pays du tiers, je ne sais plus comment on appelle, mais enfin les pays tiers, on va dire. Et donc, ça en fait partie intrinsèque, mais c'est rarement vraiment complètement validé en termes de mesures, donc ça mérite aussi d'être peaufiné. Alors, qu'est-ce qu'on a qui va dans ce sens? On a des études qu'on avait menées, par exemple, sur les réactions des chevaux à l'approche d'une personne inconnue. Ça, c'est une étude qui a été faite à l'ENE à Saumur. Vous voyez qu'il y a une proportion de chevaux qui réagissent de façon majoritaire, de façon positive, d'autres négative. Et ce qui avait été le plus intéressant, c'est que le facteur en jeu majoritairement, c'était le soigneur. On s'était aperçu que tous les chevaux, il y avait 7-8 chevaux par soigneur. Les chevaux d'un même soigneur avaient tendance à se comporter de la même façon vis-à-vis d'une personne non familière. Et si je prends par exemple un exemple ici de des chevaux de 2 soigneurs, vous avez la proportion de tests où ils ont des réactions positives. Vous voyez clairement que ceux du soigneur 2 sont beaucoup plus positifs que ceux du soigneur 1. Donc, il est indéniable que l'approche humaine, on a pu ensuite travailler sur des aspects d'effets des interactions quotidiennes du soigneur avec le cheval sur la relation qu'il a avec les humains en général. Et il est clair qu'avoir une approche positive envers le cheval augmente ses chances d'avoir aussi ces réactions positives envers l'homme. Donc, nous faisons partie, évidemment, en tant qu'individu humain, des éléments à prendre en compte dans le bien-être quotidien de l'animal. C'est aussi on a essayé d'aller aussi vers des paramètres sanitaires. Donc ça, les problèmes de colonne vertébrale, là aussi, on vous en a parlé. Je pense que certains d'entre vous étaient là abondamment dans le passé. C'est-à-dire qu'on sait que les problèmes vertébraux, c'est un énorme problème pour les chevaux de sport actuels. Et donc, on a essayé de mettre en parallèle les réactions des chevaux avec l'évaluation de l'état de la colonne vertébrale faite par un thérapeute dans un premier temps, avec un EMG dans un deuxième temps, électromyogramme. Et on a constaté qu'il y avait une corrélation négative entre les deux, c'est-à-dire que les chevaux qui étaient évalués comme ayant une colonne vertébrale en bon état étaient ceux qui avaient aussi les réactions les plus positives envers l'homme. Donc, quelque part, on valide de différentes façons cet aspect relation à l'homme comme étant un élément crucial d'évaluation du bien-être. L'autre aspect, dont je vous ai dit, il y a deux aspects un peu consensuels en ce moment, c'est l'état attentionnel du cheval. Là encore, la difficulté, c'est qu'on n'est pas sur un gradient, mais sur un optimum potentiellement, avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce côté apathique et retrait sensoriel que montrent les chevaux plutôt de type dépressif. Et puis le côté exacerbé des chevaux tout le temps en alerte, anxieux, hyper réactifs, qui n'est pas non plus, évidemment, ne reflète pas non plus un état de bien-être évident. Et donc, caractériser ces comportements d'attention calme, c'est quelque chose qui nous paraît important, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. D'autres auteurs disent un équidé heureux, il montre de la curiosité, il est alerte. Vous voyez qu'on n'est pas les seuls à aller vers cette idée. Et par exemple, pour reprendre ce même critère de l'état de la colonne vertébrale, on constate là encore une corrélation entre cette fois-ci le temps passé par le cheval en observation de l'environnement et l'état de sa colonne vertébrale, mesuré cette fois-ci encore à la fois par des thérapeutes et un électromyogramme. Et on s'aperçoit que ceux qui n'ont pas de problème passent plus de temps à observer calmement l'environnement. Ça, je vous invite à aller voir le poster d'Hugo Cousillas, parce qu'on a développé, pour mieux caractériser ces états attentionnels, un électroencéphalogramme, puisque c'est de la cognition, qui nous permet de mesurer les différentes ondes en jeu, in situ avec le cheval dans son environnement habituel, de caractériser les types d'ondes qui sont prédominants en fonction de l'état attentionnel du cheval, et on espère à très court terme aller vers une évaluation, une validation des états positifs ou négatifs à travers cet outil. Donc je vais conclure en disant deux choses. La première, c'est que si on regarde un groupe de chevaux
Ça, c'est une étude qu'on a menée avec une collègue islandaise sur un très grand nombre d'animaux en Islande, donc vivant en milieu semi-naturel. On s'aperçoit que dans les groupes stables, qui sont les groupes plus optimaux socialement, on a très peu d'interactions agressives, certes, mais aussi pas tant d'interactions visibles que ça, d'allo-grooming ou de jeu. Ce qui veut dire que globalement, l'état de bien-être n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire. Et c'est un petit peu peut-être notre frustration. C'est-à-dire quand ça va mal, on peut le voir. Quand ça va bien, quelque part, c'est tellement calme que finalement, on n'a pas l'impression que c'est le cas. Donc toujours se rappeler que l'état de bien-être, c'est d'abord un équilibre. C'est quelque chose où l'animal est à la fois tranquille et en même temps attentif. Et c'est cette notion d'attention qu'il faut absolument rajouter au calme. C'est une absence de besoins et d'attente, donc c'est satisfaire les besoins à la fois physiologiques et comportementaux. Et donc promouvoir les émotions positives, mais je dirais les émotions positives plutôt de faible intensité. Et je vous remercie de votre attention.